Bienvenue à tous ceux qui ce soir ont choisi de franchir les portes du château de Blois. Bienvenue à tous ceux qui, en ce lieu sans pareil, vont parcourir avec nous 1000 ans d'histoire. Écoutez, écoutez bien. Cette demeure recèle un grand mystère. Elle est unique tout en étant cadeau. Vous avez cru découvrir un château, je vous en propose 4. Regardez, l'histoire du château commence au IXe siècle, quand un comte de Blois étend son pouvoir jusqu'à Chartres et jusqu'en Touraine. Thibaut, surnommé le Tricheur, a élevé ici une citadelle. En ce temps-là, fut ouverte cette salle des États qui existe toujours. Seigneur comte de Blois, que ferez-vous de cette salle? J'y recevrai mes vassaux, j'y donnerai audience, j'y rendrai la justice. Donc, un château. Regardez encore. En 1397, le duc Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI, vous savez bien, le folle, acquiert la terre et le domaine. Son petit-fils montera sur le trône de France. Ce sera le roi Louis XII. Si En signe de mon attachement à ce château où je suis né, j'ordonne que l'on édifie une aile nouvelle à laquelle je lèguerai mon nom. Que l'on associe sur la façade de la cour intérieure les fleurs de lys aux hermines, afin que soient liés à jamais dans les cœurs le royaume de France et le duché de mon épouse bien-aimée, Anne de Bretagne. donc, 2 châteaux. Regardez toujours. Un nouveau roi règne en France. François Ier, tout à la fois cousin de Louis XII, et son gendre par cette Claude, qui dans son verger fit naître une prune, la reine Claude. Mes plus beaux souvenirs sont au château de Blois. Je vous en prie, mon cher époux François, faites-en une demeure digne de votre gloire. Ainsi en sera-t-il, madame, pour l'amour de vous. Le résultat, cette façade à 2 étages, cette corniche et ce balcon, cet escalier à claire-voie, chef-d'œuvre de la Renaissance transposé d'Italie en France. Donc, 3 châteaux. Regardez. Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, a reçu gloire d'apanage. Il a conspiré toute sa vie contre le roi. Comment s'en débarrasser? Elle est ingénieuse, la solution que trouve Louis XIII. Mon frère, vous avez le goût des grandes affaires et j'ai celui des entreprises durables. Consacrez-vous à rendre votre château le plus beau du pays de Loire. Ne craignez point de dépenser. Je vous y aiderai. Comptez bien. Cela fait 4 châteaux. Ils n'ont rien de commun. Celui des comtes de Blois, celui de Louis XII, celui de François Ier, celui de Gaston d'Orléans. Pourtant, les siècles ont passé sans se contredire. Les pierres et les briques se sont harmonisées. Par le miracle de la lumière, surgit sous nos yeux, comme entrelacées, cette harmonie et cette grâce qui sont celles du Val-de-Loire.
de guerre sont prêts à entrer en scène. Mais avec eux, les humbles et les anonymes, appelés à devenir les acteurs des complots, des fêtes, des amours, des violences, des saisons et des jours. « 22 avril 1429. Une jeune fille de 17 ans, prise dans la chair. Elle se nomme Jeanne d'Arc. Un seigneur s'approche d'elle, un soldat. Il a 26 ans. Un jour, il sera maréchal de France. Qui va là? C'est moi. Gilles de Rais. Laisse-moi en paix. Pourquoi ces larmes? Je pleure ceux qui vont mourir par mon ordre. Je pleure les soldats qui vont rougir de leur sang la Loire à Orléans. Je pleure les enfants qui mourront du fait du siège. Je pleure même les Anglais que j'enverrai en terre. Tu renoncerais, Jeanne? Pour qui me prends-tu? Dieu m'a confié la mission de bouter les Anglais hors de France. Dieu me donnera la force qui me manque. Je jure, aujourd'hui, de ne plus te quitter, de chevaucher avec toi étrier contre étrier, jusqu'à la mort. La tienne ou la mienne? Va mettre l'armée sur le pied de guerre. Demain, au lever du jour, nous partirons pour Orléans. Gilles, je rendrai Orléans au roi de France. Le 28 avril 1429, Jeanne, à la tête de l'armée, escortée du clergé qui chantait le Veni Creator, a quitté Blois. Elle prendra Orléans. Elle ira faire sacrer Charles VII à Reims. Au bout de la route, elle trouvera la trahison, l'ingratitude de celui qui leur a fait roi, le bûcher et la mort.
Merci d'avoir répondu à mon invitation et d'être venu ce soir, vous, messires, et vous, mesdames, retrouver Charles d'Orléans, votre prince, à l'occasion de ce tournoi de poésie que j'aime tant, vous le savez, à présider. Venez autour de moi, messires les poètes. Je propose à votre inspiration un thème qui s'ordonnera autour d'un premier vers. Je meurs de soif auprès de la fontaine. Je me dois de vous donner l'exemple et d'ouvrir le feu. Je meurs de soif auprès de la fontaine. Suffisance est et si suis convoiteux. 1 heure n'est plus d'une quarantaine. Droit et parfait, je chemine en boiteux. Très patient, plus que nul et piteux, je retiens tout. Et ce que j'ai, n'est-ce pas, à moi cruel et vous autres piteux, le neutre suit et s'y tient les 2 pas. Merci, merci. Et maintenant, j'invite un concurrent inattendu à se faire entendre. Il s'agit d'un braconnier que mes gardes ont surpris, 2 lièvres à la main, dans l'une de mes forêts. Il eût été pendu s'il avait porté sur lui le meilleur des sauf-conduits, un poète. Par ma foi, le coquin a du talent. Merci, monseigneur. Nous allons l'écouter. Ta grâce est attachée à la qualité de tes vers. Ne l'oublie pas. Je n'y aurai garde. Je meurs de soif auprès de la fontaine. Chaud comme le feu et tremble dent à dent. En mon pays si en terre lointaine. Les embrasiers ruissellent tout ardent. Lu comme un verre et d'une poésie. Je ris en pleurs et attends sans espoir, confort reprend mon triste désespoir. Je m'éjouis de mes plaisirs aucun. Puissant, je suis sans force et sans pouvoir. Bien recueilli, débouté de chacun. Super. Magnifique. Tu vas nous dire ton nom. Je n'ai point de raison, monseigneur, de le cacher. Je me nomme François Villon. Une escorte de 600 cavaliers défile dans les rues de Blois. L'archiduc d'Autriche et son épouse, venant de leur province de Flandre, traversent la France pour regagner l'Espagne. Le roi Louis XII accueille au château ceux dont l'histoire fera un couple lié à jamais sous le nom de Philippe le Beau et Jeanne la Folle. Près de lui, voici l'héritier du trône, le petit François, qui sera un jour François Ier. Frémissant de la jeune force qui monte en lui, il est toujours prêt aux exercices du corps et de l'esprit, aux joutes et aux tournois. Mais en cette année 1501, il tremble en François d'Angoulême. Le roi Louis XII, certes, ne peut le déshériter, mais il veut marier sa fille Claude de France au fils de l'archiduc, le futur Charles Quint. Les fêtes, les chasses, les soupers et les bals, qui durent 5 jours et 5 nuits, ne peuvent dissimuler la triste réalité. Eh bien, mon frère d'Autriche, nous voici en accord. Je donne ma fille Claude à votre fils Charles. Elle lui apportera en dot la Bretagne,
la Bourgogne et le comté de Blois. Alliance contre nature. Privé de ses plus belles provinces, que va-t-il demeurer du royaume de France? Que restera-t-il à l'ambitieux François d'Angoulême lorsqu'il en héritera? Mais le peuple de France est là. C'est le peuple qui sauvegardera l'unité du royaume. Par la voix des États généraux, il va supplier le roi d'annuler le traité pour rendre à la France sa force et son unité. Louis XII donnera raison à ses sujets. Claude n'épousera pas le fils de l'archiduc d'Autriche, mais son cousin François. Les rois de France, quand ils viennent à la couronne, font un serment si fort et si inviolable que tout ce qu'ils accordent ou promettent après n'est de nulle valeur dès lors qu'il s'agisse du bien ou de l'intégrité du royaume. J'ordonne ici, en mon château de Blois, que l'on fonde la vaisselle d'or du roi Louis XII afin d'en retirer 1 million d'écus. Ainsi pourrai-je réunir les hommes, les armes et les chevaux pour conquérir en Italie ce qui est mon bien et ce qui est mon droit, Milan. Il est ici, parmi nous, le roi François Ier. Tenez, il traverse la cour, revêtu de son armure, portant son épée si lourde. Ce colosse, l'homme le plus grand de son temps, est le seul à pouvoir la soulever. Il est jeune, il est beau, il incarne l'image triomphante de la monarchie française. Le 4 juin 1515, il quitte Blois. À l'arrivée, un nom qui sonne comme une fanfare, Marignan. C'est du château qu'il gouverne la France. C'est ici que se rendent en délégation les ambassadeurs. Et parmi eux, excusez-moi, je crois vous reconnaître, monsieur... Nicolas Machiavel, envoyé de Florence, pour vous servir. Imaginez-les, sortant de leur carrosse, ou mettant pied à terre, les ministres, les titulaires de charge, les serviteurs, les familles. Que me dit-on, monsieur le gouverneur de mes écuries? Vous ambitionnez de devenir échevin de la ville de Blois. Mais ce ne sont que les marchands qui siègent aux assemblées municipales. Je suis comme eux, citoyen de cette ville. Pourquoi leur abandonnerais-je ce privilège? C'est vrai. Le commerce qui naît de la cour enrichit bien des maisons. Pas tous. Personne n'ira donc dire au roi que ceux qui besognent à la journée, comme les portefaix, j'en suis, ou les vendangeurs, gagnent à peine de quoi vivre. Quand le roi que sont les pauvres, les marchands, outre les impôts qui lui doivent, de les payer aussi aux comtes, et pour finir, aux vassaux des comtes. Allons, cessez de gémir. Ne faut-il pas entretenir les ponts, les ports, les fontaines et les chemins? Et les poètes, sire. Je n'aurais garde d'oublier que depuis le temps de Charles d'Orléans, jusqu'en celui d'Anne de Bretagne, la cour de Blois a accueilli les poètes comme s'ils étaient des princes. Tenez, voici le plus grand. Votre nom, monsieur? Je veux l'entendre de votre bouche. On m'appelle Pierre de Ronsard. Je vous vois fort attentif à une jeune dame. Ne se nomme-t-elle pas Cassandre?
C'est à Blois, en effet, que je viens de la rencontrer pour la première fois. Elle est fille d'un banquier florentin. Et je sens déjà que pour elle, je vais écrire bien des vers. Merci, Gaston. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait éclos sa robe de pourpre au soleil, n'a point perdu cette vêtrée. Déplie sa robe pourprée, et son teint au vôtre pareil. Il a 20 ans, mon sœur. Et du génie. Depuis près de 30 ans, la France n'est plus qu'un champ de bataille entre catholiques et protestants. Le pays de Loire voyait s'affronter les tenants acharnés de l'une ou l'autre religion. On tuait, on brûlait, on violait au nom de Christ. Ce jour-là, à la Noël de 1588, dans la salle des États, les 7 piliers du XIIIe siècle sont habillés de velours violet, semés de lys d'or. Comme il fait froid, on a recouvert les murs des plus belles tapisseries que l'on ait pu trouver. Le roi Henri III, qui a fui Paris pour se réfugier à Blois, vient d'y convoquer les États-Unis. Voici, entre le 3e et le 4e pilier, la tribune. On l'appelle échafaud, où sous un énorme dais s'est assis Henri III. À sa gauche, la reine Louise. À sa droite, sa mère, tout entière vêtue de noir, vers qui se portent tous les regards. Catherine de Médicis. Elle est là, face à cette femme, prisonnière de son éternelle obsession. Je sais bien ce qu'ils pensent tous. Voilà la reine de la Saint-Barthélemy. Voilà celle qui a fait couler le sang des Huguenots. Pourquoi oublie-t-il que je n'ai pas voulu cette guerre entre Français? Que toute ma vie je me suis acharnée à rapprocher catholiques et protestants, que j'ai vécu pour un unique dessein, mettre fin à cette guerre fratricide. Je suis vieille, je suis malade, je vais mourir. Mon Dieu, faites que mon fils, le roi Henri III, entende le dernier de mes conseils et qu'il accorde le même amour à ceux qui prient en latin comme à ceux qui veulent prier en français. Messieurs, je saluerai d'abord la reine, ma mère. Vous ne devez pas seulement voir en elle la mère du roi, mais aussi la mère de l'État et du royaume. Quant à moi, je suis votre roi, donné de Dieu, et je suis le seul qui le puisse véritablement et légitimement dire. Certains grands de mon royaume ont fait des ligues et associations, mais témoignant ma pompe et accoutumée, je veux mettre tout le passé au pas. Dans l'assistance, un homme se trouble. C'est le duc de Guise, qui depuis longtemps accuse Henri III de sympathie huguenote. Les chefs de la Ligue catholique disent hautement qu'il serait meilleur roi que celui qui porte la couronne. Savez-vous ce qu'a déclaré Henri III en fuyant Paris pour se réfugier à Blois? Il faudra qu'il sache que je suis encore roi. S'il a convoqué les États à Blois, c'est officiellement pour se procurer les subsides nécessaires à la guerre. Mais secrètement,
c'est pour tendre un piège au duc de Guise, qui semble décidé à lui ôter le trône. Il veut m'enlever de force, me ramener à Paris et me déclarer déchu de la couronne. Le 17 de ce mois de décembre, son frère, le cardinal, a déclaré qu'il buvait à la santé du duc, qui serait bientôt roi de France. Quant à moi, ils veulent me faire moi. Je n'ai plus le droit d'hésiter. Qui va exécuter les ordres du roi? Les 45. Autrement dit, les gentilshommes d'Ascoli, recrutés pour défendre le roi contre les entreprises de la Ligue. Sire, j'ai ouï dire à moi de méchants bruits à mon égard. Est-il vrai que moi, le duc de Guise, je courrais sur votre toit quelques dangers? Mon cousin, croyez-vous que j'ai l'âme si méchante que de vous vouloir du mal? Au contraire, je vous déclare qu'il n'y a personne au mon royaume que j'aime mieux que vous, comme je le ferai paraître avant qu'il ne soit peu. Je vois que mes actions les plus sûres sont prises à rebours par l'analyse de mes ennemis. Je vous offre la démission de ma charge de lieutenant général du royaume. Si vous m'en donnez l'ordre, je me retirerai dans mon gouvernement de Champagne. Il faut seulement que la confiance renaisse entre nous deux. Croyez-moi, il vaut mieux que je démissionne, quoi qu'il m'en coûte. Je ne le veux point. Mon cousin l'a mis porte conseil. Nous avons beaucoup d'affaires sur les bras qu'il serait urgent d'expédier. Nous nous verrons demain matin au conseil. Je l'ai convoqué pour 7 heures. Vous y serez, n'est-ce pas? Oui, sire. J'y serai. À demain. Que les 45 se trouvent demain, 23 décembre, à 5 heures du matin, dans la galerie des Serres. Qu'on les conduise par la porte du jardin, que jusque-là, ils tiennent leur langue. Le roi va se coucher. Il ne dort que 3 heures. Comme il en a donné l'ordre, on vient l'éveiller à 4 heures précises. Un peu avant cette heure, les membres du conseil gagnent la salle où ils doivent se réunir. On introduit les 45 dans la chambre du roi. Attendez-moi ici sans faire de bruit. Henri III gagne dans son cabinet. Il attend les membres du conseil. Messieurs, dois-je vous rappeler la façon dont le duc de Guise s'est comporté à mon égard depuis l'an 1585? Dois-je évoquer les bienfaits et pourtant je l'ai comblé? Je suis sûr que vous ne vous souvenez que de l'ingratitude de cette âme déloyale. Cet homme est si aveuglé d'ambition qu'il est à la veille d'oser s'en prendre à ma couronne et à ma vie, si bien qu'il m'a réduit en cette extrémité qu'il faut que je meure ou qu'il meure, et que ce soit ce matin. Le roi passe dans sa chambre, où l'attendent les 45. Messieurs, je vous demande de me promettre de me venger de lui en lui ôtant la vie. Capitez-vous, sire. Je vous le rendrai bon. Qui a des poignards? Que ceux qui les ont demeurent dans cette chambre, que 12 autres soient postés dans le cabinet vieux. Ils pourront assaillir le duc aussi bien par derrière que de face, quand mandé dans ce cabinet, il soulèvera la portière de velours pour y pénétrer. Messieurs, il est grand, il est puissant. Ne vous laissez pas endommager.
Il a passé la première partie de la nuit dans le lit de la jolie Charlotte de Sauve. À 3 heures, il a regagné son appartement. À 6 heures, on est venu l'éveiller. Il s'est fait habiller d'un pourpoint de satin gris, assis à son épée, et il fait froid. S'est couvert les épaules d'un manteau. 7 heures sonne à l'église Saint-Sauveur. Seule une petite escorte accompagne le duc qui descend dans la cour. Il l'a d'amour battu par une pluie torrentielle. Pourtant, il est humeur changeante. Même il fredonne une chanson. La veille, son chirurgien est venu le supplier de se tenir sur ses gardes. Des gens lui ont confié que le roi voulait le faire tuer. Cela ne sera jamais. Il n'oserait. Guy s'approche du grand escalier François Ier. Il y trouve des gardes dont l'un lui marche sur les pieds. Pourquoi tu fais cela? Il passe outre. Pénètre dans la salle du conseil. Il n'y a là que 4 gentilshommes délégués par le roi et qui contraignent leur visage à rester impassibles. Ce qui va commencer, c'est le plus singulier, le plus dramatique, le plus hypocrite de tous les conseils royaux qui jamais se soient tenus. On traîne des affaires courantes. On s'ennuie. Guise tout à coup se met à saigner du nez. Il a froid. On lui donne un mouchoir. On allume un feu dans la cheminée. A-t-il compris qu'il est tombé dans un piège? Quand pénètre dans la salle un envoyé du roi, le duc de Guise tremble de tous ses membres. Monsieur, le roi vous demande. Il est dans son cabinet vieux. Guise se lève si brusquement que derrière lui sa chaise tombe à terre. Il aperçoit dans un drageoir quelques bruines de brignoles. Il en grignote 2 ou 3, lance les autres sur la table. Messieurs, en voulez-vous? Il roule son mantelet autour de son bras gauche et soulève son chapeau de la main droite. Adieu, messieurs. En ce temps-là, on ne frappe pas à une porte. Guise va donc gratter à la porte de la chambre royale. Après quoi il y pénètre, sans marquer la moindre hésitation. Il voit là les 8 gardes ordinaires. Devine-t-il que chacun tient un poignard dissimulé sous son mantelet? Chacun le salue, et il les salue. Il se dirige vers le cabinet vieux. Pour y pénétrer, il faut ouvrir une porte basse, masquée d'une tapisserie. Guise la soulève du bras gauche, se coupe pour franchir la porte, et aperçoit au fond d'un couloir profond de 2 mètres d'autres gardes qui l'attendent. Comment pourrait-il conserver le moindre doute? C'est la mort qu'il aperçoit dans leurs yeux. Et lui les regarde à son tour, et ce regard est si terrible que ses reîtres reculent de 2 pas. Un seul a le courage de s'avancer. Il agrippe le bras de Guise et le frappe de son poignard en pleine poitrine. C'est la durée. Les autres se jettent sur lui, le frappent dans le cœur à la gorge au bras. Pardonnez-moi mes offenses. Quelle trahison!
ce bruit, le roi ouvre la porte de son cabinet. Le cœur palpite encore. Henri III se penche, tâte les lèvres de sa main. Guise, encore vivant, laisse échapper un dernier sanglot et remue la tête comme s'il voulait parler. Fouillez-le. Dans ses chausses, on trouve une petite bourse. Et dans celle-ci, un billet que l'on tambour. Voilà, messieurs, ce qu'il a écrit au roi d'Espagne et qui confirme sa haute trahison. Pour entretenir la guerre en France, il faut 700 000 livres tous les mois. Le roi recule de 3 pas. Le regarde. Il paraît encore plus grand mort que vivant. Le lendemain, son frère, le cardinal de Lorraine, sera exécuté à coups de hallebarde. Les 2 cadavres découpés en morceaux seront brûlés dans une cheminée du château. À Catherine de Médicis, Henri est venu dire « À présent, ma mère, je suis roi. » 12 jours plus tard, ici même, au château de Blois, Catherine de Médicis rendra son adieu. 6 mois plus tard, Henri III tombera à son tour sous les coups de poignard du moine Jacques Clément. Que d'ombre, que de visages, que de voix, que de souvenirs. Hommes et femmes, illustres et anonymes, composent ici une fresque à nul autre pareil. Ensemble, ils hantent les chambres, les salles, les escaliers, les murailles et la cour du château de Blois. C'est Marie de Médicis, veuve d'Henri IV, que son fils Louis XIII emprisonne à Blois, d'où elle s'évade par une échelle de corde. C'est Froissart, le chroniqueur, et La Fontaine, le fabuliste. C'est Denis Papin, qui, enfant de Blois, découvrit le principe de la machine à vapeur. C'est Malherbe, à qui doit tant la langue française. C'est Balzac, et c'est Victor Hugo. Et ce sont chaque année 400 000 visiteurs qui, cherchant à Blois les poisons imaginaires de Catherine de Médicis, ou la tache de sang depuis longtemps effacée qui marquerait l'endroit où mourut le duc de Guise, y trouvent cette sorte de lumière, bien belle, qui est celle de la France.